Question numéro 2, la parité des taux d'intérêt est-elle bien vérifiée et en quoi consiste-t-elle? Donc, la parité des taux d'intérêt, elle est souvent associée à Keynes et plus précisément à l'ouvrage de 1923, A Tract on Monetary Reform, en français la réforme monétaire. Ouvrage dans lequel Keynes expose l'idée que le cours à terme d'une monnaie tend à être plus ou moins élevé que le cours au comptant dans une proportion qui est égale à l'excédent ou au déficit d'intérêt que l'on peut toucher ou que l'on peut subir en plaçant dans cette monnaie. Autrement dit, pour faire plus simple, cette théorie relie taux de change et taux d'intérêt dans une économie mondiale que l'on va réduire par simplicité à deux pays, États-Unis et zone euro. Elle instaure donc une solidarité entre les quatre variables qui sont indiquées sur le document Word, taux d'intérêt américain, taux d'intérêt européen, taux de change au comptant. Alors, c'est ici le taux de change du dollar en euros certain que l'on a indiqué, ST, et le même à l'échéance, FT plus 1, le taux de change à l'échéance, à la fin de la période de placement, entre le dollar et l'euro au certain. Cette solidarité, elle repose sur des arbitrages financiers permis par la libre circulation des capitaux. Et ces arbitrages financiers devraient conduire à ce que l'équation qui est écrite ici soit systématiquement vérifiée. 1 plus IUS égale ST sur FT plus 1 fois 1 plus IUE. On peut donc déterminer le taux de change au comptant ST à partir des trois autres paramètres, taux d'intérêt dans chaque pays, taux de change à terme, comme l'illustre le schéma, les deux schémas qui sont là encore sur le document Word. Donc, sur ce schéma, j'ai donné des exemples tout à fait fictifs de taux d'intérêt américain, de taux d'intérêt européen et de taux de change. Et je montre que cette équation donc, suppose que le rendement des placements, soit en restant aux États-Unis pour quelqu'un qui dispose de 100 $, soit en investissant en Europe, doivent être égaux. Si j'ai 100 $ en Europe et que je les place à 10%, c'est l'hypothèse, le taux d'intérêt américain est à 10%, j'obtiens 110 $ en fin de période. Si je place en Europe, cela suppose de convertir mes 100 $ en euros. Au taux de change en vigueur, j'aurai 82,5 €. Je les place en Europe, j'ai fait l'hypothèse d'un taux d'intérêt à 20% en Europe, j'obtiens 99 €. Je les reconvertis en fin de période en dollars, donc j'ai un dollar qui vaut 0,9 € en fin de période, j'obtiens 110 $. La condition de parité des taux d'intérêt est vérifiée. Que se passe-t-il si on avait un changement massif du taux d'intérêt européen, donc on passe de 20 à 50%, eh bien immédiatement, à supposer que le taux de change à terme et que le taux d'intérêt américain restent constants, je dois avoir un impact sur le taux de change spot du dollar en euros qui passe de 0,825 à 0,66. Dans ces cas-là, eh bien, la PTI sera à nouveau vérifiée puisque en convertissant mes 100 $ en euros, j'aurai 66 €. 70 € placés à 50% me rapportent à nouveau 99 €. Et ces 99 € reconvertis donc à un taux de change à terme que j'ai supposé constant me donnent à nouveau 110 $. Question, pourquoi cette théorie devrait-elle être vérifiée? Eh bien, précisément, on l'a dit, grâce aux arbitrages qui vont se mettre en place si jamais elle ne l'était plus. Si en effet le rendement d'un placement en Europe paraît tout d'un coup plus avantageux suite à une hausse du taux d'intérêt européen, ce que l'on a supposé dans l'exercice, les investisseurs, ils vont se ruer sur les placements européens, sur les placements en Europe, convertissant ainsi massivement des dollars en euros et provoquant sur le marché d'échange une baisse du dollar et une hausse de l'euro. Ceci va annuler le bénéfice de la manœuvre. Le fait qu'il soit plus cher de se procurer des euros va faire perdre l'avantage escompté d'un taux d'intérêt européen supérieur. On retourne ainsi à la condition de parité de taux d'intérêt. Les rendements dans les deux pays de l'économie mondiale vont à nouveau devenir identiques à cause de cet effet sur le taux de change de la hausse brutale du taux d'intérêt européen. Cette théorie, donc ça c'est le cadre général, se décline ensuite en deux versions.
Dans la première, l'investisseur se couvre contre le risque de change en fixant dès la date T le taux de change auquel il pourra reconvertir ses placements en monnaie locale à l'échéance, c'est-à-dire en T+1. C'est ce qu'on appelle la PTIC, parité des taux d'intérêt couverte, qui est généralement bien vérifiée et qui montre qu'effectivement, les investisseurs ne laissent pas passer la possibilité d'un gain sans risque. Elle ne pourrait être véritablement remise en cause que s'il existait des frictions de marché, un coût de la couverture qui serait vraiment trop élevé, ou des interventions politiques qui limiteraient justement la libre circulation des capitaux. Dans la seconde version, PTINC, parité des taux d'intérêt non couvertes, l'investisseur ne se couvre pas. Il fait une anticipation, il fait un pari sur le taux de change en T+1, mais il laisse ouverte la possibilité d'un gain, si jamais la monnaie dans laquelle il a placé l'argent s'est appréciée au-delà de ses calculs, ou d'une perte, si la monnaie dans laquelle il a placé son argent s'est dépréciée au-delà de ses calculs. Cette seconde version, elle est très mal vérifiée. Si l'on suppose que les agents font des anticipations rationnelles, c'est-à-dire des anticipations qui en moyenne sont justes, les chiffres nous montrent des différences de rendement durables entre les placements dans divers pays, ce qui contredit la théorie, qui au contraire, donc, on vient de le dire, prédit, grâce aux arbitrages et aux ajustements du change, une annulation des différences de rendement. Comment surmonter ou comment expliquer ces incohérences de la PTI? D'abord, en rappelant que dans les hypothèses de départ, on a complètement laissé tomber l'idée de risque. Or, il y a peut-être des risques spécifiques à placer dans certains pays, dans certaines monnaies, qui justifient des réticences de la part des investisseurs et qui justifient aussi l'exigence de leur part d'un rendement supérieur dans certains pays. Une autre hypothèse, qui en fait est relativement proche, est celle qu'on désigne par le nom de peso problem, donc problème du peso, et qui fait référence, qui semble-t-il a été mise en évidence d'abord par Kenneth Rogoff dans les années 70. Il fait référence au peso mexicain. Entre 1954 et 1976, le peso est fixe par rapport au dollar. En l'occurrence, un peso vaut 0,08 $. Et pourtant, on s'aperçoit que les rendements au Mexique sont systématiquement plus élevés. Donc, les investisseurs semblent réclamer un rendement plus élevé quand ils placent en pesos plutôt qu'en dollars. A posteriori, cela paraît incohérent. En réalité, on peut faire l'hypothèse que les agents s'attendaient à une dévaluation massive du peso, à un événement, donc la dévaluation, qui était difficile à probabiliser, a priori assez peu probable, mais potentiellement dévastateur. Pendant des années, ils ont eu tort, jusqu'à ce qu'un jour, en 1976, ils aient raison. Le peso s'est mis à flotter. Immédiatement, il est passé de 0,08 à 0,05, soit une dévaluation de 46%, une dépréciation de 46%, qui, a posteriori, nous fait penser que les investisseurs n'avaient pas si faux que ça en réclamant une décote dès lors qu'ils plaçaient en peso plutôt qu'en dollars. Plus généralement, un peso problème peut apparaître lorsqu'un événement violent et peu fréquent, donc imprévisible sur la base de données historiques, peut influer sur le prix des actifs. C'est un problème général qui ne concerne pas les taux de change. Deux auteurs, Salant, S-A-L-A-N-T, et Henderson, H-E-N au début, ont montré que ça pouvait s'appliquer sur le prix de l'or. L'or était un actif a priori peu rentable à la fin des années 70, sans doute parce que les agents anticipaient que suite à la démonétisation de l'or qui perd son statut de réserve officielle après la fin de Bretton Woods, donc suite à cette démonétisation de l'or, il y a des reventes massives d'or de la part des gouvernements qui fassent que son prix s'effondre. Et donc la crainte de cet événement peu probabilisable, mais encore une fois potentiellement très important sur le marché de l'or, peut expliquer un rendement plus bas de l'or par rapport à d'autres types d'actifs. Voilà, donc des hypothèses. On peut aussi se consoler en
expliquant que la PTI est assez mal vérifiée à court terme, qu'elle paraît mieux vérifiée à long terme. C'est ce qu'a mis en évidence un article de Chin et Meredith, Menzies Chin et Guy Meredith, en 2004, qui suggère que sur un temps plus long, on va dire au-delà de 2 ans, la parité des taux d'intérêt est moins mal vérifiée qu'elle ne l'est dans les études habituelles, notamment l'article qui fait une synthèse d'études de Foot et Thaler de 1990.